Alors, bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'on va lancer le webinaire. Je suis ravi que l'Aver France qu'organise ce webinaire sur la sécurité incendie, les enjeux de sécurité incendie des véhicules électriques et sur la batterie avec EDF. Je vais laisser les différents intervenants de EDF, donc Mathieu Rubion et Aurélien Asquois se présenter. Mais déjà, on est ravi de vous voir si nombreux pour vous expliquer un peu ce webinaire, si c'est possible de passer sur un peu la slide suivante, Aurélien. Alors, ouais. Alors, premièrement, pour expliquer sur la genèse de ce webinaire, on a eu beaucoup de, de remontées, de questionnements de la part de nos adhérents et de l'ensemble de l'écosystème sur la sécurité incendie, sur l'accidentologie des véhicules électriques, sur les risques, les probabilités de sécurité incendie des batteries. Il y a tout un tas de questionnements, que ce soit de la part des clients dans les assemblées générales ou même de la part d'adhérents, d'entreprises de l'écosystème sur les enjeux liés à la sécurité incendie. Il n'y a pas forcément énormément d'études scientifiques où elles sont assez complexes à avoir accès, où il y a un manque de temps. Et donc, du coup, on a, et aussi également, en vue de différents enjeux réglementaires, où il y a de plus en plus un développement de la réglementation sur les normes de sécurité incendie en lien avec les nouveaux usages électriques, la batterie, on a décidé de lancer un webinaire en collaboration avec EDF pour des éléments scientifiques qui ont été réalisés par EDF ou qui résument tout un tas de données disponibles publiquement sur la sécurité incendie et que EDF vous puisse montrer également leurs différentes analyses et vous faire part de leur expertise sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce webinaire qui est ouvert aux membres, bien évidemment, de l'Aver France et aux non-adhérents de l'Aver France, aux acteurs externes de France. Donc ça peut être des membres de l'écosystème de la mobilité électrique qui ne sont pas encore adhérents de l'Aver France. Il y a également des administrations qui ont été invitées à ce webinaire. Et donc on est heureux, et je pense que DF sera également, je dirais également la même chose, mais on est heureux de pouvoir réaliser ce webinaire et communiquer ces différents éléments. Euh, Avant de vous présenter l'Aver France très brièvement et de laisser la parole aux représentants d'EDF, c'est beaucoup plus intéressant. Je- donc oui, voilà, je disais que je présentais un peu la genèse de ce webinaire sur la sécurité incendie. Je vais y revenir. Il y a d'autres slides qui sont très importantes à présenter. Simplement que ce webinaire, la retransmission va vous être renvoyée à nouveau, ainsi que les différentes diapositives. Donc ça ne sert pas forcément à grand-chose de prendre des photos, etc. Tout vous sera communiqué. Sur l'Aver France, très brièvement, on représente l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique, que ce soit sur les constructeurs, les équipementiers, les énergéticiens, les fabricants et installateurs d'IRVE, d'autres associations partenaires et qui gravitent également dans l'écosystème de la mobilité électrique, des opérateurs de recharge, des cabinets de conseil ainsi que des collectivités. Donc c'est vraiment tout le scope de la mobilité électrique sur les véhicules particuliers, véhicules utilitaires, les bus, les camions et également les bateaux. Est-ce que ça serait possible, s'il te plaît Aurélien, de passer? Et donc, à l'Aver France, on réalise tout un ensemble de livrables pour soit porter nos propositions vis-à-vis des pouvoirs publics, soit informer l'écosystème sur l'avancement du parc en termes d'immatriculation, en termes de développement d'infrastructures de recharge ouvertes publiques. Donc voilà un peu un bref scope de nos livrables. Et ces livrables-là sont réalisés au sein de commissions et de groupes de travail. Et donc, c'est la slide suivante de groupes de travail où on organise nos travaux. La première commission transversale qui est réalisée par Robin Bernard, directeur des affaires publiques et de la communication, qui analyse un peu l'ensemble de l'actualité législative et réglementaire, que ce soit au niveau français et européen. Il y a également une commission communication réalisée par Levi Lethbridge et Serena Merlan. Ensuite, il y a trois commissions thématiques. La première qui est réalisée par Brune Laitier sur la mobilité lourde, qui s'occupe des sujets, donc les VUL,
les autobus, les autocars, les camions. Et c'est dans ce genre de commission thématique qu'on construit également nos positions. Ensuite, il y a une commission véhicules légers réalisée par Quentin Fournier, chargé des affaires publiques sur les véhicules légers. Et moi-même, sur la commission transition énergétique, qui s'occupe de tous les sujets liés aux véhicules électriques comme outil de flexibilité du système électrique. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'Aver France et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ainsi qu'à Levi Lesbridge. On va vous mettre nos adresses mail dans la conversation. Et donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter brièvement l'Aver France. Je vais être très bref. Et donc voilà, je souhaite juste rappeler que ce webinaire vous sera retransmis et le diapositive sera retransmis également. Je souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup encore. Merci Sofiane. Merci Sofiane, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Aurélien Asquat, je suis chercheur à la R&D d'EDF, spécialisé dans l'électrochimie. Je travaille en particulier sur les batteries, donc que ce soit des batteries pour la mobilité. Également, je travaille sur les batteries stationnaires. Je suis actuellement chef de projet des activités en lien avec la mobilité concernant les batteries. Et donc, ça amène à parler de tous les aspects donc, qui sont vraiment propres à la batterie, hein, l'électrochimie, le vieillissement, la sécurité. Énormément de sujets, on pourra toujours en rediscuter au besoin. Et la présentation que je vais vous faire, elle concerne la sécurité des batteries avec un panorama que j'ai voulu relativement large parce que ça n'en a pas vraiment l'air, mais en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont derrière. Et donc, le but en fait de cette présentation, c'est de vous donner un maximum d'informations. Et j'ai également un autre collègue qui a permis que cette diffusion soit possible auprès des extérieurs. Auprès des extérieurs, c'est mon collègue Mathieu Rubion que je laisse se présenter. Merci Aurélien. Oui, Mathieu Rubion. Donc moi, je suis expert mobilité à la direction stratégie et développement d'EDF. Donc ravi effectivement d'être avec vous aujourd'hui et qu'on puisse donc partager finalement ce qu'on a comme enseignement sur les risques incendies. Je suis à côté d'Aurélien, on est dans la même salle, donc n'hésitez pas à taper directement vos questions au fil de la présentation et on y reprendra volontiers. Merci. Merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la première partie sur les rappels batteries et réglementation. Alors, j'ai vraiment voulu m'adresser à un public assez large. Et donc, pour pouvoir parler de la sécurité des batteries, j'ai choisi de pouvoir vous faire une rapide vue sur ce qu'est une batterie, une cellule, notamment lithium-ion. Et pouvoir vous donner vraiment les éléments clés pour pouvoir comprendre par la suite les mécanismes et les enjeux. Donc, c'est en fait une batterie, que l'on parle de lithium-ion ou d'autres technologies, vont vraiment reposer sur ces mécaniques-là. Il y a 4 composants essentiels. Il faut une électrode qu'on va appeler une anode, une autre électrode qu'on va appeler la cathode. Il faut un séparateur. Entre la cathode et l'anode. Et il faut un électrolyte qui peut être liquide, par exemple dans le cas du lithium-ion. Ce qui va se passer, c'est que entre les deux électrodes, on a ce qu'on appelle une différence de potentiel, une tension. Quand on va créer un contact externe, ce qui va se passer, c'est que du fait de la différence de tension, il y a du lithium qui va passer d'une électrode à l'autre, mais à l'intérieur de la batterie. Donc, passer avec l'aide de l'électrolyte liquide, va passer vraiment dans le séparateur pour rejoindre l'autre côté. Et ce qui va venir abaisser la tension électrique. Et ce qui va se produire de par ce phénomène, et c'est valable pour
toutes les technologies de batterie, hein, ce qui va se passer par ce phénomène, c'est que, eh ben, il y a un côté où il y a une charge électrique en plus. Et donc, pour pouvoir compenser cette charge, il y a un électron qui va passer par l'extérieur, qui va passer par l'extérieur, par le câble, hein, tout simplement, le câble qu'on va relier entre le pôle plus et le pôle moins. Il y a un électron qui va passer. Et ça va se faire vraiment tout au long du temps. Tout au long du temps, ce mécanisme va se produire et c'est ainsi qu'on va produire ce qu'on cherche, c'est-à-dire un courant, et un courant qui est un courant continu. Si on laisse faire ce phénomène, donc on va avoir un courant électrique jusqu'à ce que le système soit déchargé. Et à ce moment-là, pour pouvoir recharger le système, il suffit d'appliquer un courant électrique pour forcer les électrons à passer de l'autre côté. Et en forçant les électrons à passer de l'autre côté, à revenir là où ils étaient au début, bah, tout simplement, ça va obliger le lithium lui aussi à repasser de l'autre côté pour pouvoir équilibrer le système. Et donc, à la fin, on aura rechargé. Donc, il y a différents types de technologies lithium-ion qui existent, hein, et je dirais que ce qui va donner le nom à la technologie, c'est en quoi est fait la cathode. Bah, par exemple, NMC, LFP, que vous connaissez peut-être. NMC pour nickel, manganèse, cobalt, LFP pour lithium, fer, phosphate. Il en existe bien d'autres que je ne présenterai pas. Et au niveau des matériaux de l'anode, le plus répandu, c'est tout simplement le graphite. Il existe aussi d'autres matériaux type LTO. En fait, c'est du titane, des oxydes de titane qui sont beaucoup plus coûteux, mais qui ont des aspects en termes de sécurité qui sont beaucoup plus importants que le graphite. Voilà pourquoi je voulais le mentionner. Le LFP, NMC, LFP, quelles sont les différences principales? Bah, le NMC, tout simplement, c'est des technologies qu'on va retrouver sur des modèles qui sont plus premium, et le LFP, un peu moins premium, mais qui a de meilleures caractéristiques en termes de sécurité. Là où on va parler de l'emballement thermique, du risque incendie, c'est que à une température qui est élevée, au-delà de typiquement de 120, au-delà de 120 degrés, ce qui va se passer, c'est que la cathode va venir se désagréger de façon chimique. Et cette dégradation est exothermique, donc elle va produire de la chaleur, et en produisant, elle va produire elle-même sa chaleur. Et plus elle va produire de chaleur, plus elle va se dégrader rapidement. Et si bien qu'on va atteindre un point de non-retour où la dégradation de la cathode va venir nourrir le phénomène exothermique, et à la fin, donc c'est ça qu'on appelle l'emballement thermique, hein. On peut plus la refroidir. Et donc à ce moment-là, elle va se dégrader complètement. Le séparateur au milieu, à un moment, va fondre tellement la température sera importante, ce qui va créer un court-circuit interne. Et en fait, c'est le risque, le risque ultime de l'incendie trouve la source dans ce domaine. Donc là, je vous ai présenté une cellule. La cellule, elle va être assemblée avec plusieurs cellules. On va produire un module. Quand on a quelques modules, on va adresser des besoins qui sont les besoins du résidentiel. Avec un peu plus de modules, on va pouvoir faire des packs pour la mobilité. Typiquement, un véhicule électrique entre 5 et 120 kWh, un pack pour du poids lourd, c'est la même chose, mais on va utiliser plus de modules. Et si on utilise encore beaucoup plus de modules, on peut adresser également le réseau électrique. On peut adresser le réseau électrique, et ça peut aller vraiment très loin, hein. On peut avoir des systèmes avec plusieurs gigawattheures, hein. On a un système actuellement, par exemple, dans un seul système, on a l'équivalent de 5600 Tesla Model 3, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de la capacité. Revenons sur les batteries pour la mobilité.
la norme qui régit en fait l'homologation des véhicules, c'est la norme qu'on appelle ECE R100, qu'on abrège régulièrement simplement en R100. Donc elle est valable en France et pas uniquement en France, et elle va adresser différents besoins. Je vous ai donné ici quelques exemples. C'est une norme qui est tout à fait accessible, hein, librement. Vous pouvez vous la procurer sans aucun problème sur Internet. Elle est régulièrement revue, régulièrement augmentée. Et donc, par exemple, dans la révision numéro 3, il y a un temps d'alerte pour la propagation de l'incendie qui est de minimum 5 minutes avant qu'il y ait des événements type incendie qui se déclarent. Et également, nous en sommes actuellement à la révision 5, qui n'est pas encore en application, qui prévoit en fait des essais qui sont durcis. Et si je devais parler que d'un seul essai pour vous donner un exemple, hein, c'est l'essai de résistance au feu où on va appliquer en fait à la batterie directement, sous la batterie, on va appliquer une flamme et avec des températures et des durées normalisées. Donc oui, dans la norme R100, déjà, les véhicules, pour pouvoir être mis sur le marché français, doivent répondre au cahier des charges de la norme R100, dont notamment un essai direct de résistance au feu, par exemple. Je voudrais vous parler, parce que c'est très important également, de la réglementation qui existe en Chine. C'est la norme GB 3831 qui est dans sa forme 2025, qui vient d'être mise en application au 1er janvier 2026. Cette norme, elle est connue pour être la norme la plus restrictive au monde, hein, et elle a notamment pour conséquence que s'il y a un événement, un choc, une propagation, un feu, vraiment n'importe quel événement qui pourrait conduire à l'incendie d'un véhicule, on doit avoir aucun incendie qui se déclare durant les 2 heures suite à cet événement. Aucun incendie ne doit se déclarer, aucune explosion, et la fumée, s'il y en a, ne doit pas atteindre les occupants de l'habitacle. C'est extrêmement dur, hein, comme norme, et en fait, je peux vous dire, en fait, la réponse optimale aujourd'hui à la réglementation au risque incendie, en fait. Quelques constructeurs ont réussi à passer à cette norme. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un encart à droite avec une vision qui est très actuelle. Et il n'y a pas de constructeur non chinois qui la passe aujourd'hui. Il n'y a que la technologie LFP qui arrive à passer l'homologation pour l'instant. Et ça dépasse même le cadre du véhicule électrique conventionnel, puisqu'il y a aussi les poids lourds et les bus qui sont concernés. Maintenant, je voudrais aborder les aspects de sécurité incendie. Donc, quand on construit une batterie, donc je vous ai parlé de cellules, je vous ai parlé de modules, pas seulement, il y a aussi une partie électronique qui est extrêmement importante. J'y reviendrai un peu, mais c'est vraiment l'organe numéro 1 de la sécurité, ça s'appelle le BMS, ça veut dire Battery Management System. Et donc lui, il va monitorer toutes les caractéristiques électriques à tout moment dans la batterie, dans chaque module, chaque batterie. Il va venir voir, par exemple, la tension, par exemple, la température, et il va prendre des décisions pour à la fois garantir, bien sûr, la durée de vie du système, mais également sa sécurité. Sa sécurité, il va venir, par exemple, diminuer les performances s'il y a un besoin. S'il y a un besoin. En premier lieu, il va surtout faire un refroidissement. C'est ce qu'on va observer, par exemple, dans les véhicules quand on fait une charge rapide. Au début, la charge, elle va être très rapide, hein, si on arrive sur un superchargeur. Ensuite, rapidement, le véhicule va venir refroidir la batterie. Et l'effet Joule est tellement important que le refroidissement n'est pas suffisant. Et donc, finalement, la batterie va venir avoir une baisse de puissance, de la puissance de charge notamment, dans un premier temps qui va être lié à ces aspects de régulation. Et ensuite, il y a également une baisse de puissance pour pouvoir préserver la santé, pour pouvoir préserver la durée de vie de la batterie. C'est extrêmement important. Si jamais
ça n'était pas suffisant, si ces baisses de puissance et de refroidissement ne sont pas suffisants, à ce moment-là, le BMS va être capable de détecter la cellule, de détecter le module incriminé. Il va être capable de le désactiver, soit temporairement, soit de façon irrémédiable. Pour cela, il peut se reposer par exemple sur le fusible pyrotechnique qui a un très fort pouvoir de coupure, avec un temps qui est extrêmement court. Si ça n'est pas suffisant, et vraiment en cas de recours ultime, les cellules sont pourvues d'évents de sécurité. Donc c'est un point un petit peu plus faible dans la batterie. Je l'ai représenté en prenant une photo de cellules au milieu, entre les bornes plus et moins des cellules que je vous ai montrées. Et en fait, ça va venir s'ouvrir sous l'effet de la pression trop importante. Et simplement, ça va venir dégager tous les gaz, qui sont issus de l'électrolyte. L'électrolyte étant le liquide entre les deux électrodes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par rapport aux moyens de prévention, détection, donc, comme je vous disais, le BMS, c'est vraiment le premier élément de la sécurité. Vraiment, c'est le plus important. Ensuite, on va avoir plutôt des parades, mais ça va vraiment être un peu des ultimes recours, hein. Agir sur le module, agir sur la cellule. C'est le BMS qui va faire quasiment tout le travail. Très important de le dire. Donc les nouvelles générations de batteries vont permettre de confiner l'incendie au niveau de la batterie. C'est la norme chinoise dont je vous ai parlé, pour pouvoir prévenir toute propagation à d'autres véhicules ou à un bâtiment. Et pour ce faire, en termes de prévention, il est également conseillé d'éviter au quotidien de surcharger à 100% avec de fortes puissances, hein. C'est vraiment les deux. Recharge à 100% avec forte puissance. Mais de toute façon, c'est quelque chose que le BMS nativement va gérer. Et cela génère des échauffements importants, augmente le risque incendie. Et donc, si on évite ça, on évite ces échauffements, et ça permet également à notre niveau, en plus du BMS, de pouvoir optimiser l'état de santé de la batterie. Et les services d'incendie, pouvoir public, travaillent également pour pouvoir avoir des mesures permettant de limiter les conséquences d'un feu de batterie. Et il y a notamment certains constructeurs qui ont mis une trappe pour pouvoir accéder directement à la batterie, pour par exemple pouvoir la noyer en cas de besoin. Certains constructeurs automobiles le font, et si vous êtes curieux, je vous invite à faire quelques recherches sur les constructeurs qui font ce genre de choses. Également, par rapport à la détection, donc on peut utiliser basiquement des détecteurs de fumée, caméras thermiques, détecteurs optiques. Dans les activités de la R&D d'EDF, où nous menons des campagnes d'essais sur les cellules, pour des essais fonctionnels, dysfonctionnels, on utilise, des détecteurs chimiques de fuite d'électrolytes, en fait, qui vont venir détecter les premières vapeurs, les toutes premières vapeurs d'électrolytes, bien avant l'incendie. En fait, on est confronté, bien entendu, au risque incendie, comme tous les acteurs, liés aux batteries et à la mobilité, ce qui nous réunit aujourd'hui. Également d'autres mesures innovantes, notamment la surveillance en temps réel avec des IA. Donc c'est par exemple l'image que j'ai représentée en dessous, qui est issue de notre veille en Chine. Et qui permet en fait de reconnaître certaines situations. Par rapport aux moyens d'extinction, il n'est pas possible de ne pas vous parler des systèmes d'apertion d'eau, qui permettent en particulier de pouvoir éviter le plus possible la propagation. Ça n'empêchera pas un incendie d'arriver, mais les conséquences liées à cet incendie, notamment la propagation, seront fortement limitées. Et également, pour pouvoir éteindre le feu, il y a vraiment des moyens innovants, des nouveaux moyens d'extinction. Notamment, je pourrais citer la lance Cobra, qui a été testée par le SDIS de l'Essonne dernièrement, et qui a également été
été utilisé ailleurs dans l'Europe. Également, on peut trouver des sources à ce sujet. D'autres moyens d'innovation pour pouvoir éteindre le feu, hein, par exemple, quelques exemples, de l'aspersion par en dessous. Également, isoler des véhicules. Et bien entendu, l'immersion. L'immersion du véhicule, et on observe des fois des couplages, hein, de ces moyens d'extinction. Et à noter bien entendu que quand le feu de batterie s'est déclaré, à ce moment-là, il faut plus d'eau. Il faut plus d'eau, environ 10 fois plus, pour pouvoir éteindre le véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Et je dis bien quand le feu s'est déclaré au niveau de la batterie, parce que la batterie, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier élément qui aurait tendance à prendre feu. Je vous présente maintenant une étude suédoise, hein, de RISE que vous pouvez retrouver. Organisme suédois qui fait des essais liés à l'incendie. Et alors, eux, ce qu'ils ont regardé, c'est si je compare un véhicule thermique et un véhicule électrique et que je les fais brûler sans chercher à les éteindre. Si je les fais brûler, quelles sont les différences? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre, plus énergétique? Et en fait, pour vous amener directement aux conclusions, non, il n'y a pas de différence avérée. En fait, la capacité calorifique, hein, l'énergie de l'incendie est surtout liée au plastique qu'on va retrouver dans une voiture. Plastiques qui sont beaucoup plus présents dans les véhicules depuis quelques dizaines d'années. Et donc, je vous ai représenté 3 à 7 gigajoules d'énergie. La batterie, en l'occurrence 45 kWh, à peu près 1 gigajoule, et c'est équivalent à 30 litres, à 30 litres d'essence. Et ces deux quantités d'énergie permettent de faire à peu près la même autonomie, hein. Sur route, c'est tout à fait comparable. Et donc, la conclusion de cette étude, hein, c'est que les quantités d'énergie sont similaires entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, environ 10 gigajoules, avec une durée similaire, hein. Si on laisse brûler les véhicules, on a des durées d'incendie qui sont entre 1 heure et 1h30. Et chose très importante, quand le feu va se propager d'un véhicule à l'autre, hein, en cas de propagation, si je mets un véhicule électrique à côté d'un véhicule en feu, c'est d'abord les roues qui vont prendre feu. Ensuite, ce sera le capot, l'habitacle et la batterie. La batterie, hein, en raison des protections, en raison de toutes les protections qui sont liées, que vous l'avez vu, à la norme R100, c'est la batterie qui va prendre feu en dernier. Et dans le cas d'une propagation, il y a environ 30 minutes pour que la batterie commence à prendre feu. Et c'est à mettre en regard avec les temps d'intervention moyens des SDIS qui sont de 12 minutes et 20 secondes. Également, une étude similaire qui est un peu plus vieille, hein, qui a été réalisée par nous, DFR&D, avec l'INERIS et la DGS-CGC. Cette étude de 2012, donc avec des véhicules qui sont un peu plus petits, c'était des citadines, mais ça reste, on est quand même resté avec des véhicules qui étaient comparables l'un et l'autre. Et ce qu'on observait déjà en 2012, c'était qu'on avait des effets thermiques totaux qui sont similaires. Bien qu'un peu plus long pour le véhicule électrique, si vous regardez le graphe qui est en bas à gauche, en fait, en noir, on voit le véhicule thermique, et en gris, un peu avec des points blancs, on voit le véhicule électrique, et on observe qu'il y a un plus grand dégagement thermique, en fait, plus violent sur le véhicule thermique, tout simplement, parce que au moment où le réservoir va se rompre, on va avoir un feu qui va être très violent et simultané de toute la quantité de carburant, alors que sur la batterie, c'est pas ça qui va se produire. Ce qui se produit, ce qu'on observe, hein, on voit bien un décalage, c'est que les cellules, en fait, se mettent à prendre feu les unes après les autres parce qu'elles chauffent, avec le mécanisme d'emballement thermique dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Donc, elles vont atteindre
chacune cette température point de non-retour et vont venir s'enflammer, chauffer la voisine qui à son tour va venir prendre feu, etc. Ce qui explique la durée, ce qui explique la durée du feu et ce qui explique également les difficultés quand on veut éteindre un feu de batterie parce que tant qu'on a ce phénomène de dégradation qui va s'auto-alimenter, on a des risques de reprise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inhérent à la technologie du lithium. Mais les normes évoluent et également les technologies évoluent, mais bon, c'est pas le débat aujourd'hui. Nous avons également prévu en 2026 de faire de nouveaux essais de brûlage pour pouvoir actualiser cette étude avec des véhicules type SUV avec des batteries de plus grande capacité, environ 100 kWh. Si on regarde maintenant non pas le danger, mais plutôt la statistique. Si on regarde d'un point de vue statistique, le risque batterie autour du véhicule, on observe de façon unanime qu'il y a une probabilité qui est inférieure que survienne l'incendie sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Donc, je vous ai reporté quelques exemples, notamment les études suédoises de RISE montrent une probabilité qui est 20 fois inférieure. Et également, aux USA, c'est 60 fois moins fréquent. Et en Norvège, c'est 18 fois moins. La question par rapport à la France, en France, il n'y a pas de recensement de l'incendie des véhicules, donc il n'est absolument pas possible d'apporter une réponse au niveau de la France. Et donc là, je vous ai reporté quelques exemples, mais je n'ai pas pu, c'est vraiment des résultats que je vous expose en toute objectivité. Je n'ai trouvé nulle part aucune statistique qui ne montrait pas que le véhicule électrique avait une probabilité inférieure. Donc vraiment, dans tous les cas, c'est inférieur. Alors, ça varie, bien entendu, la probabilité varie, mais elle est toujours inférieure. Ensuite, grande question, est-ce que le vieillissement en batterie est un facteur aggravant ou non par rapport au vieillissement? Donc là, je vous partage une étude interne, EDF R&D, de 2025, qu'on a menée sur des chimies LFP pour des besoins internes. Et donc, dans le cadre de cette étude, nous avons pris 3 séries de cellules donc, on a fait varier fabricants, capacités. Donc, je les ai nommés ABC. ABC, c'est séries. Et donc, on a fait des essais de vieillissement sur ces cellules. Et à la fin de ces essais de vieillissement, on a collecté des cellules qui avaient différents états de santé. SOH veut dire état de santé. Et on a étudié l'impact qu'avait eu le vieillissement sur la sécurité de ces batteries. Et donc, on les a fait brûler. Et ce qu'on a observé, c'était que la durée d'incendie était plus courte. Plus la cellule était vieillie, plus la durée d'incendie était courte. On observe qu'il y a moins de combustible parce qu'en fait, on a moins de perte de masse entre la cellule avant et après l'incendie. Ce qu'on observe, ce que je vous ai montré sur la droite, moins de perte de masse et également moins de gaz émis. Ce qu'on observe sur la droite, moins de gaz émis avec en plus une dynamique plus faible. Et je vous ai représenté vraiment un exemple symptomatique, c'est l'émission d'hydrogène. Donc hydrogène, le gaz, je dirais, inflammable, explosif, le plus dangereux. Mais on observe cette dynamique aussi sur les autres gaz. Sur les autres gaz, c'est pas un cas particulier du tout. Et ce qu'on observe, vous pouvez le voir, c'est que en vert, c'est la batterie neuve, en rouge, on a la batterie qui est la plus vieillie. Eh bien, il y a à la fois moins d'hydrogène qui est émis pendant une durée qui est bien plus courte. Et vous pouvez voir, par exemple, en termes de durée d'incendie, là où la batterie neuve est brûlée à peu près 5 minutes, la batterie vieille, elle va brûler à peu près 3 minutes et avec beaucoup moins de gaz émis.
Et donc, la conclusion de notre étude, hein, c'est que une batterie vieillie va être moins dangereuse qu'une neuve parce que la durée de l'incendie est plus courte, parce qu'il y a moins de combustible à brûler et parce qu'il y a moins de gaz émis, tout simplement. Je voudrais faire un focus maintenant sur le cas de la Chine, hein, par rapport à la gestion du risque incendie sur le marché chinois. C'est un sujet qui avait été abordé, qui a été beaucoup demandé auprès de moi et auprès de l'AVER. Je vous en remercie. Je vous en remercie. C'est une étude qui a été faite par mes collègues du centre Chine de DFR&D. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier marché mondial aujourd'hui, c'est la Chine, tout simplement. Et donc nous avons regardé les données par rapport aux véhicules électriques et par rapport à l'incendie en Chine. À savoir qu'en premier trimestre 2025, une voiture sur deux, même un tout petit peu plus qu'une voiture sur deux vendue en Chine, c'est un VE. Un véhicule électrique, c'est 17% en France. Et le véhicule électrique représente 5% du parc automobile en Chine contre 2,8% en France. Et donc, on y trouve des véhicules électriques qui sont plus anciens qu'en France, ce qui permet d'avoir un peu plus de recul. Je vous ai représenté à droite l'évolution, vous voyez les barres, l'évolution du parc automobile NEV, c'est-à-dire le véhicule électrique purement électrique et plus le véhicule électrique rechargeable. Il ne sera pas inutile de distinguer les deux. J'aurai un focus en particulier en fin de présentation pour pouvoir distinguer le véhicule électrique, le véhicule hybride rechargeable. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a nettement une diminution de la probabilité d'incendie. En 2023, c'était 0,96 pour 10 000 véhicules. Et c'est à comparer avec, pour le véhicule thermique, c'est 1,5. Donc 0,96, 1,5. Si vous faites le compte, on s'éloigne un petit peu des probabilités qu'on va voir en France, mais pardon, en France, en Occident. Mais en fait, il s'avère que le véhicule thermique a aussi de plutôt bons résultats, de plutôt meilleurs résultats en Chine qu'ailleurs. Et il y a énormément de données en Chine. Toutes les données au niveau des incendies, au niveau des véhicules électriques, des véhicules thermiques sont remontées. C'est vraiment une donnée qui est tout à fait énorme et tout à fait inédite, hein, pour les gens comme nous qui font ce genre d'études. Je vais continuer toujours en Chine. Donc, toutes ces statistiques nous permettent de savoir quel était l'état du véhicule électrique au moment de l'incendie. Eh bien, il s'avère que environ 50% des départs d'incendie ont lieu pendant le stationnement. À savoir qu'un véhicule en fait est stationné plus de 90% de son temps. Et donc, on a à peu près la moitié de l'incendie alors que le véhicule est en stationnement, et on est également capable de pouvoir départager le cas d'un véhicule qui recharge, un véhicule qui ne recharge pas. Et donc, c'est moins d'un quart des véhicules électriques qui étaient en charge au moment de l'incendie. Et vous pouvez voir que par rapport au stationnement, il y a beaucoup moins de véhicules qui prennent feu quand ils chargent que quand ils ne chargent pas. Également, TELD, l'opérateur de charge dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, hein, lui impose une limite de SOC 90 à certains véhicules qui ont un risque jugé plus élevé que les autres. Et parce qu'il a observé tout simplement que 87% des incendies de NEV, donc les VE et les véhicules hybrides rechargeables, 87% des incendies avaient lieu sur des véhicules qui ont des états de charge qui sont élevés. Élevés, c'est-à-dire au-delà de 80%. Donc ils ont limité, pour certains modèles, la charge à 90%, notamment la charge à forte puissance. Et donc, la conclusion, c'est qu'en Chine,
il y a autant d'incendies sur les véhicules en stationnement qu'en mouvement. Être en phase de recharge n'est pas un facteur aggravant. Et il est possible de limiter, en faisant du pilotage de la charge, les temps passés à soc élevé, au-delà de 90%, ce qui permet de réduire les risques et également, je vous en ai parlé un petit peu auparavant, de pouvoir également optimiser la durée de vie des batteries. Maintenant, quelle était la cause de l'incendie quand l'incendie est survenu? Donc, il y a trois types, trois origines différentes. Un facteur mécanique, par exemple la collision, le facteur électrique, court-circuit, surcharge, surdécharge, et également le facteur thermique, plutôt la surchauffe. Si on regarde le véhicule thermique, l'origine, c'est surtout le court-circuit, la fuite de carburant et l'exposition à de fortes températures. Par rapport aux véhicules électriques, au NEV, donc véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, c'est pas étonnant, c'est pas inquiétant, c'est que en général, ça vient d'un défaut de la batterie. À savoir que, bien entendu, l'énergie est stockée dans la batterie, donc c'est assez naturel, c'est assez naturel que ce soit la première source. Il y a d'autres causes qu'on peut retrouver, par exemple l'accident, le choc de châssis. Typiquement, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est prendre un dos d'âne très vite, par exemple, et donc la batterie va taper le dos d'âne. C'est ce genre d'événement. Mais ce sont des causes qui sont très faibles. La propagation, c'est également très peu d'incendies en Chine, 8,8%. Et l'infrastructure de charge, la borne ou prise de recharge, plus le tableau électrique, c'est vraiment très faible, 4,4%. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est au même niveau que l'immersion. Donc que l'incendie qui interviendrait en raison de l'immersion. Et peut-être, chose importante également, on a noté que le vandalisme et l'incendie volontaire ne sont pas répertoriés dans ces causes. Je voudrais vous faire un focus sur l'hybride rechargeable. Alors j'ai repris la statistique américaine qui n'a pas été réalisée par Auto Insurance Z, qui a été réalisée par un organisme officiel américain, mais qui est disponible, qui est poussé par Auto Insurance Z. Ils ont un site internet, vous pouvez le consulter. Et donc, directement issu de ce site internet, on peut voir la distinction entre hybride rechargeable, VHR, entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Et ce qu'on observe, c'est que quand on le ramène à des proportions par rapport à 100 000 ventes, alors bien entendu, le véhicule électrique, c'est pas surprenant, a une occurrence qui est beaucoup plus faible que le véhicule thermique. Je vous parlais de 60 fois moins tout à l'heure. Mais on observe également que le véhicule hybride, lui, est à la fois à des incendies qui surviennent plus souvent que le véhicule électrique, mais aussi plus souvent que le véhicule thermique. Je peux partager avec vous une vision en fait pour pouvoir donner quelques éléments de réponse. C'est que les sollicitations électriques, thermiques et mécaniques sont accrues sur les véhicules hybrides. Notamment, les véhicules hybrides ont des batteries de plus faible capacité que les véhicules électriques, mais quand on est à domicile, on va les recharger à la même puissance. En général, 7 kW en monophasé, 11 kW en triphasé. Et donc, comme la batterie est plus petite, la puissance qui doit être absorbée par chacun des éléments de la batterie, je vous ai présenté en tout début de présentation la cellule, et bien chaque cellule va devoir absorber une puissance qui est plus importante et elle va le faire au quotidien, elle va le faire tous les jours. Et comme ces batteries sont plus petites, elles sont sollicitées encore davantage, là où un véhicule électrique va faire peut-être un cycle de charge-décharge une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. En général, les véhicules hybrides, ils vont faire un cycle tous les jours ou tous les 2 jours.
ils vont être beaucoup plus sollicités, ils vont passer beaucoup plus de temps également à un fort état de charge, à un SOC élevé, et donc une puissance plus élevée. Également plus de chaleur générée par l'effet Joule, parce que plus de charge. Également, quand on va recharger soit un état de charge très faible ou un état de charge très élevé, on va également avoir encore plus d'effet Joule. Et également des vibrations qui vont être liées au moteur thermique, qui vont pouvoir impacter ces véhicules. Et la batterie va trouver à sa proximité, de par la construction, va pouvoir retrouver des sources de chaleur, le moteur thermique et le système de gaz d'échappement notamment. Et bien entendu, on va retrouver tous les risques qui vont être liés de façon non couplée à la motorisation à essence. Donc je vous parlais tout à l'heure, les courts-circuits, le risque de fuite de carburant, etc. Avec une proximité en plus qui va rendre la propagation à l'intérieur du véhicule plus rapide. Je voudrais vous parler, c'est très important, de la mobilité douce. En fait, si je voulais attirer votre attention sur un risque incendie, aujourd'hui, ce serait davantage sur les mobilités douces que sur les véhicules type VE, utilitaires, poids lourds, bus, etc. Vraiment la mobilité douce. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homologation R100 dont je vous ai parlé tout à l'heure ne concerne pas la mobilité douce. Elle ne concerne pas les vélos électriques, les scooters, et tout ce qui est mobilité électronique également, les téléphones, les tablettes, etc. Mais si on regarde la ville de New York, c'est devenu en fait une cause très importante de mortalité dans la ville de New York. Je vous ai représenté malheureusement ces chiffres qui ont été très alarmants, qui ont poussé la ville de New York à réagir de façon très forte. De façon très forte. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, ces systèmes de mobilité douce n'ont pas forcément de BMS. Quand ils ont un BMS, il n'est pas forcément performant. Les chargeurs peuvent être non adaptés, mal dimensionnés. Ça peut créer des incendies au niveau du véhicule, mais également au niveau de la prise sur laquelle on va les recharger. Et ce qui est dangereux, c'est quand les gens en fait vont venir charger par exemple leur trottinette, ils vont la charger dans l'entrée chez eux, juste devant la porte, pendant la nuit. Et ce qui s'est produit à plusieurs reprises, c'est que le départ de l'incendie a eu lieu pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. Quand ils s'en sont aperçus, les gens ne pouvaient plus sortir. La solution de la ville de New York, ça a été de créer des stations de recharge pour véhicules électriques, pour pouvoir éviter la recharge à domicile, vraiment au lieu où les gens vivent et dorment. Et également l'interdiction de vendre des engins qui ne respectent pas les règles. Et notamment à ce titre, vous pouvez trouver des informations et des ateliers clandestins qui ont été démantelés aux États-Unis, qui fabriquaient des véhicules, qui fabriquaient des batteries de très mauvaise qualité. Donc, c'est pas forcément les batteries de mauvaise qualité, on les retrouve pas forcément à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi sur le sol américain. Et je voudrais vous exposer les conclusions et recommandations. Donc, les conclusions que je peux vous apporter, c'est que la batterie du véhicule électrique, donc soumis à l'homologation R100, est un objet qui est sécurisé. Les deux types de technologies lithium-ion qu'on va retrouver de façon dominante sont le LFP, lithium fer phosphate, et NMC, nickel, manganèse, cobalt, dominant aujourd'hui. De nouvelles technologies vont arriver. On parle souvent de la batterie tout solide. Avant ça, on pourrait avoir des technologies comme LFMP. On va rajouter un petit peu de manganèse ou LFP. C'est pas vraiment le sujet, mais c'est une petite ouverture pour notre sujet. Le LFP, lithium fer phosphate, c'est le type de batterie avec la meilleure sécurité incendie, c'est-à-dire que la température d'emballement
donc la température à laquelle on ne peut pas revenir en arrière, où la cellule va se dégrader de façon auto-nourrie, est plus élevée que pour les autres technologies. Si on fait une technologie qui est plus sûre et également qui a tendance à brûler moins souvent avec le recul qu'on peut avoir en laboratoire et aussi dans la communauté scientifique, va brûler moins souvent. C'est plus difficile d'y mettre le feu. Il coexiste toujours plusieurs niveaux de sécurité dans un pack batterie. Le principal élément, c'est le BMS, et de loin. Il va gérer quasiment tous les incidents, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'il le gère bien et en avance de phase de tous les moyens de détection. Il va vraiment mettre en place les stratégies, mais on a également la sécurité au niveau des modules et au niveau des cellules. Pour pouvoir être mis sur le marché français, les batteries de VE ou le VE en entier doivent passer l'homologation R100, qui, comme vous l'avez vu, est contraignante et évolue. La norme chinoise qui est appliquée depuis le 1er janvier 2026 est encore plus restrictive. Elle impose de contenir l'incendie dans la batterie si l'incendie survient. Et il y a des solutions de prévention des risques incendie et de détection qui sont innovantes et qui existent. En termes d'enseignement, il y a moins de risques incendie sur un véhicule électrique. En effet, je vous ai présenté des éléments tout à fait objectifs qui montrent qu'il y a beaucoup moins de fréquences d'incendie sur le véhicule électrique que le véhicule thermique. En cas d'incendie, l'énergie globale qu'on va dégager entre un véhicule électrique et un véhicule thermique vont être vraiment très similaires. Et on a un pic énergétique qui est plus faible sur le véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Donc, on a des flux de chaleur qui sont plutôt plus faibles. Une durée complète de l'incendie est comparable entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, entre 1 heure et 1 heure 30. Le vieillissement ne rend pas la batterie plus dangereuse, c'est même plutôt le contraire. Quand on regarde l'incendie, quand on regarde l'énergie émise, quand on regarde la quantité de gaz, pour ces aspects-là, il faut 10 fois plus d'eau pour éteindre un véhicule électrique si le feu a atteint la batterie. Il n'y a pas plus d'incendie pendant la charge que hors période de charge. Les infrastructures de charge ne sont quasiment jamais impliquées. Je vous ai montré 4,4% pour l'étude Chine. Et en cas d'atteinte par propagation ou par vandalisme, c'est la batterie qui va être le dernier élément à prendre feu, tout simplement parce que c'est un élément qui est beaucoup plus sécurisé. Et quand la chaleur va commencer à devenir importante, dans un premier temps, ce que va faire le véhicule, c'est qu'il va bien entendu mettre sa climatisation en route pour essayer de diminuer l'échauffement, mais de toute façon, c'est également un système qui est très protégé et qui est testé en plus dans le cadre de la norme R100. Donc, ça explique en fait que l'incendie ne va pas s'y déclarer immédiatement. Sur les risques incendie des véhicules électriques, nos recommandations, c'est d'abord de communiquer largement sur le fait que le risque d'incendie du VE est réduit par rapport aux véhicules thermiques, malgré la surmédiatisation des incendies des véhicules électriques. Et j'appuierai d'ailleurs ce point en disant que même des fois, il y a des incendies qui ne sont absolument pas liés aux véhicules électriques et qui sont présentés comme des incendies de véhicules électriques. C'est très courant, c'est vraiment très courant. Et rien ne semble justifier des mesures qui vont être dédiées au stationnement et également à la recherche du véhicule électrique dans les parkings, notamment les parkings couverts, à la vue des éléments objectifs que j'ai énoncés pendant cette présentation. Et enfin, pour pouvoir limiter encore plus les risques, il apparaît vraiment très important d'utiliser une infrastructure adaptée, c'est-à-dire d'utiliser soit une borne, soit une prise spécialisée VE, typiquement les prises renforcées et qualifiées thermiquement, électriquement.
Et le mieux étant, et dans certains cas c'est même obligatoire, hein, de passer par une entreprise qualifiée pour pouvoir installer, mettre en place ces infrastructures de charge. Également, avoir une installation électrique en bon état et bien dimensionnée. Ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Notamment pour le cas de la France, hein, qui va être conforme à la norme NF, la fameuse C1500. Également, très important, de privilégier l'utilisation de matériel homologué et fourni par le constructeur. Je pense notamment aux câbles, je pense notamment à d'éventuels adaptateurs, et vraiment proscrire tout ce qui est enrouleur, rallonge. Ça n'est pas prévu pour faire de la recharge de véhicules thermiques, également, même éviter même la mobilité douce, hein, d'ailleurs, pour ce genre de système, tout simplement, hein. Ça fait si on les déroule pas, il y a des puissances qui sont très faibles, hein. C'est de l'ordre de 1 kW, 1 kW en général. Quand on les déroule, on peut avoir 3 kW, mais ça n'est vraiment pas adapté à faire de la recharge à forte puissance pendant un grand nombre d'heures, hein. Faut pas les utiliser pendant plusieurs heures d'affilée. Également, renforcer les exigences de l'homologation R100, ce qui de toute façon est fait itération après itération, hein, en intégrant celle de la réglementation chinoise, hein, qui en fait apporte une réponse, comme je disais, optimale au risque incendie. Et installer des IRVE qui sont supervisées et communicantes avec le VE pour pouvoir, par exemple, limiter l'état de charge du véhicule électrique pour encore amenuiser le risque. Et un focus pour la mobilité douce, distinguer le cas des petites batteries et c'est l'homologuer pour les VE, c'est très important. Privilégier les solutions de mobilité des constructeurs qui sont reconnus. En fait, la question à se poser, c'est quand j'achète la batterie de ce constructeur, est-ce que ce constructeur aurait à y perdre si j'avais un incendie avec ce matériel? Il vaut mieux que la réponse soit oui. Parce que dans ce cas-là, le constructeur sera forcément beaucoup plus concerné par les aspects de sécurité pour sa réputation. Également, éviter de laisser en permanence le chargeur connecté et la batterie à 100%. Ne pas utiliser de matériel abîmé. Et je dirais également à un autre niveau, hein, obliger à l'intégration d'un BMS dans les batteries de la mobilité douce et avec un BMS qui gère la sécurité et qui est reconnu, testé pour ça. Et également soumettre les batteries de la mobilité douce à une homologation, par exemple une homologation type R100. Je pense notamment, c'est tout simple, hein, quand on pense à une trottinette, les trottinettes, on peut taper le trottoir avec, par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure des chocs au châssis. Quand on tape une batterie de trottinette, par exemple, avec un trottoir, on est typiquement sur un cas de choc au châssis. Et c'est tout pour moi. Je vais revenir sur ma diapo de recommandations. Et je suis tout à fait ouvert à répondre à vos questions. Ouais, on a eu quelques questions dans le fil. On peut peut-être en reprendre quelques-unes, oui, pour ouvrir le débat. Alors, ce que je m'étais noté, alors il y a certaines, on a effectivement déjà répondu en partie. Une étude là sur pourquoi est-ce que finalement l'étude batterie s'est basée sur la techno LFP, hein, plutôt que ce qui est aujourd'hui est plus répandu, donc le NMC sur les véhicules en France. Alors, on a étudié la technologie LFP parce que cette étude a été commanditée par un client qui est un acteur du stockage stationnaire. Et dans le stockage stationnaire pour le réseau électrique, c'est la technologie LFP est plus utilisée, tout simplement parce que en fait, elle apporte des gains, je vous en ai parlé, de durée de vie de sécurité qui sont tout à fait et de prix qui sont tout à fait intéressants. Et les points forts de la technologie NMC, que sont la puissance plus élevée, que sont également la densité d'énergie plus importante, donc pouvoir faire des systèmes
aussi puissant et aussi énergétique, mais dans un plus petit volume, ça n'est pas impactant pour des systèmes de stockage stationnaire qui ne sont pas amenés à bouger. Mais nous, on est tout à fait ouvert à faire le même type d'essai avec des batteries NMC. Tout à fait. Tout à fait. On avait une question aussi d'Elisabeth sur la durée du feu une fois que la batterie s'emballe. Oui. Est-ce qu'on peut redonner des éléments de durée, de prise de feu des roues jusqu'à la batterie? Ah oui, super intéressant. Alors, les Suédois l'ont fait très bien. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, les Suédois, ils ont étudié, par exemple, pour la propagation. Cette question, ça concerne la propagation ou pas forcément la propagation? La durée précisément, c'était la durée du feu à partir de l'emballement. Bon, je vais redonner des éléments, les éléments un peu globaux. En fait, dans les essais qui ont été faits pour pouvoir comparer le véhicule électrique, véhicule thermique, en général, on a lacéré les sièges et en fait, on les a mouillés avec un hydrocarbure, on a mis le feu pour pouvoir avoir la même mise à feu entre le véhicule électrique et le véhicule thermique pour pouvoir être comparable. Et donc, dans ce phénomène-là, donc on va avoir d'abord, bien entendu, un feu au niveau de l'habitacle. Le feu va se répandre. La batterie va prendre feu, environ, c'est à peu près 30 minutes plus tard. 30 minutes plus tard. Alors, et d'ailleurs, ça a causé beaucoup de soucis ces dernières années parce que, sans vous refaire l'histoire, il y a eu pas mal d'arnaques, de tentatives d'arnaque à l'assurance. Il y a des gens qui ont mis le feu à leur véhicule, en disant que c'était la batterie, mais en fait, la batterie avait pas brûlé, c'était que l'habitacle. Et donc, ce type de feu, oui, dure entre 1 heure et 1h30. 1h30. Ça va dépendre, par exemple, si on a mis le feu de façon intentionnelle, par où. Et dans le cadre de la propagation, j'en parlais, hein, c'est la batterie qui prend feu en dernier. Les collègues suédois, ils ont analysé carrément avec des flux de chaleur et ils ont chronométré. Par exemple, quand on fait une propagation, donc le véhicule qui prend feu par propagation, c'est d'abord la roue, et ça prend environ 6 à 7 minutes. 6 à 7 minutes avec un flux bien précis, avec un flux thermique bien précis. Mais oui, entre 1 heure et 1h30, si on laisse brûler. D'ailleurs, la stratégie des pompiers est bien souvent de laisser brûler quand il n'y a pas de danger impératif, et que ce soit du véhicule électrique ou du véhicule thermique. Continue une autre question d'Alexandre qui donc sur les incendies comparatifs entre véhicules électriques et véhicules thermiques. Nous disait finalement sur la méthode, est-ce qu'on a comparé uniquement les voitures du même âge, même kilométrage? Oui, toujours, sinon on n'est pas comparable. Donc ça va d'ailleurs être l'objet des travaux avec l'Imeris. On a des véhicules similaires entre électriques et thermiques. Et en termes d'autonomie également. C'est-à-dire que quand on va étudier, par exemple, c'était le cas en 2012, quand on a étudié une citadine, une citadine électrique, le véhicule thermique qu'on met en face, on lui met pas le plein. Si on a un véhicule électrique qui est dimensionné pour pouvoir faire, par exemple, 100 ou 150 km, le véhicule thermique qui est étudié en face, il a le carburant pour pouvoir faire 100 ou 150 km. On a eu aussi quelques questions, mais plutôt sur le vieillissement de batterie, plutôt que sur le risque incendie, mais c'est vrai que c'est aussi des questions intéressantes qu'on se pose tous. Et donc Christophe nous demandait si une cellule vieillissait plus vite quand on la recharge en rapide. Qu'est-ce qui fatigue finalement cette batterie? Oui, c'est un sujet qui est souvent abordé par les visiteurs industriels qui viennent à la R&D d'EDF pour découvrir un peu les batteries. Alors oui, mais pas seulement. Je peux vous donner des éléments de réponse qui sont très objectifs sur ce sujet et qui sont très documentés. Alors oui, faire de la charge rapide augmente
la vitesse du vieillissement, c'est tout à fait vrai. Alors, il y a des impacts qui sont liés au courant, également des impacts liés à la température, puisque si on charge rapidement, on chauffe plus, et la température influence le vieillissement. Mais donc on parle de la charge, mais il y a également l'état de charge d'une batterie. Plus une batterie va avoir un état de charge élevé, hein, proche de 100%, et plus elle va avoir tendance à vieillir vite. C'est pourquoi, par exemple, on a observé de façon tangible et documentée, publiée, hein, que une batterie, en fait, elle va vieillir vraiment très peu vite, aux alentours de 30%, 50%, 60% également. Elle va vieillir plus vite quand on va augmenter, l'état de charge. À 100%, on a le maximum. Vous allez me dire, et quand elle est déchargée? Quand elle est déchargée, quand on ne se sert pas d'une batterie, c'est là qu'elle vieillit le moins. Si je parle des activités laboratoires que nous avons ici, par exemple, on est capable de stocker des cellules pendant plusieurs années. Plusieurs années. Nous, on le fait à un état de charge de 30%. État de charge de 30%, mais on pourrait le faire même encore moins, hein. Quand on les reprend des années plus tard, elles n'ont quasiment pas perdu d'énergie. Et quand on fait des essais de vieillissement, on en fait à 10 degrés, à 0 degré. Et en fait, à 10 degrés, on n'observe pas de vieillissement. Donc, en fait, la température, plus la température est élevée, plus on va avoir tendance à vieillir vite. Quand on se sert du véhicule ou quand on ne s'en sert pas, c'est vrai. C'est-à-dire un véhicule dont vous ne vous servez pas, si la température est chaude, il vieillira plus vite. Si vous en servez et qu'il fait chaud, ça vieillit plus vite aussi. Et un ordre d'idée vraiment très simple. À chaque fois que vous allez augmenter la température de 10 degrés, le vieillissement qui est lié à cette température est doublé. Donc, autrement dit, un véhicule qui a 10 degrés, bon, il a une vitesse de vieillissement. À 20 degrés, elle est doublée, mais elle est très faible. À 30 degrés, elle est encore doublée, on fait x4. Elle est encore doublée, on fait x4. Et si on, enfin, voilà, c'est vraiment doublé tous les 10 degrés. Et en fait, on peut difficilement agir sur la température, à part si on peut vraiment mettre son véhicule dans un parking, essayer d'éviter de le mettre au soleil. Ce sont des petits gestes qui préservent la durée de vie de la batterie. Et ça, en fait, quand on a son véhicule au soleil, ça dure, je dirais, des heures, toute la journée, hein. Alors que la recharge rapide, c'est vraiment une petite partie de l'utilisation. Si je devais vous donner un conseil, le conseil numéro 1 sur lequel, qui n'impacte que très peu votre usage et qui permet de diminuer le vieillissement de la batterie, clairement, c'est le soir, quand vous rentrez chez vous, c'est de ne pas mettre le véhicule en charge quand vous rentrez du travail, parce que votre véhicule, il va recharger tout de suite. Il va passer une partie de la soirée, toute la nuit à 100%, et c'est là que vous faites un vieillissement qui est irréversible et que vous pourriez éviter de façon très simple. C'est vraiment ça mon conseil. On va avoir une thématique complète sur le vieillissement batterie, hein, et on peut aussi vous inviter à relire le rapport du projet Battery Move, qui est un projet qui a été aidé par l'ADEME, qu'on a mené sur des packs batteries Stellantis, et donc qui donne un certain nombre d'enseignements sur le vieillissement et les bonnes pratiques de recharge et de roulage, hein, pour limiter cet effet vieillissement. Peut-être si on prend aussi on regarde un petit peu plus loin, on a une question sur les futures techno-batteries. Et donc, comment est-ce que ces risques vont évoluer quand on va parler de batteries sodium ou de batteries à électrolyte solide, donc les solid state? Oui. Alors, les technologies futures sont des technologies qui sont intrinsèquement plus sûres. Par exemple, la batterie tout solide. Alors il y a quelques enjeux autour, hein. La batterie tout solide, en fait, je vous ai parlé donc en début de présentation. On a un électrolyte et avec un solvant qui ne contient pas d'eau. Et ce solvant, il peut réagir. Quand on a une batterie tout solide, en fait, on n'a plus de solvant. On n'a plus de solvant liquide, on a vraiment un solide. Et ce solide, il va être beaucoup moins
beaucoup moins sujet en fait au risque incendie parce qu'il ne peut pas se vaporiser. Et donc, on va éviter de produire les gaz qu'on produit, que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure, hein. Typiquement l'hydrogène, typiquement du fluorure d'hydrogène, hein, par exemple, pas les principaux gaz, mais les plus dangereux. On va pas produire ces gaz. On va pas produire ces gaz parce que on n'a pas d'électrolyte à brûler pour pouvoir les produire. Donc, dans le cas de la batterie tout solide, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment pour la batterie tout solide d'avoir des températures de fonctionnement qui sont les températures de fonctionnement qui sont faibles. Il y a eu des batteries tout solides par le passé, mais les températures de fonctionnement étaient problématiques, hein. Elles fonctionnaient à plusieurs dizaines de degrés. En dessous, elles étaient peu performantes. Par rapport au sodium-ion, c'est aussi une technologie alors qui n'est pas encore déployée aujourd'hui. Dans le cadre de la mobilité, il y a des tout petits systèmes, hein, qui existent aujourd'hui pour typiquement de l'électronique, pas de l'électronique, de l'électroportatif, hein, de matériel de bricolage. On peut trouver ce genre de batterie aujourd'hui, produite en France d'ailleurs. Produite en France. Mais donc le sodium-ion, c'est aussi une technologie qui intrinsèquement est moins dangereuse. Voilà, pour répondre à cette question. On a un autre paquet de questions, Oui. je dirais qui se questionnent sur les assureurs, les assurances. Je ne sais pas s'il y a des assureurs là parmi nous, et qui disent finalement les primes ont l'air d'augmenter quand on est sur un véhicule électrique. Est-ce que c'est pour couvrir ce risque? Alors a priori non. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que la batterie ou le véhicule électrique c'est cher à réparer? Exactement. Les primes d'assurance plus élevées sont pas liées à un risque électrique. De toute façon, les assureurs savent très bien, connaissent très bien les statistiques dont je vous ai parlé, savent très bien que ça brûle moins. Simplement, ce sont des véhicules qui sont plus chers à réparer, et également dans certains cas donc plus chers à réparer et déclarés plus facilement non réparables également. Par exemple, un véhicule électrique qui serait choqué, par exemple, au niveau du toit, peut être déclaré irréparable parce que c'est un véhicule électrique. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc, et également, les pièces ont tendance à être plus chères. Par exemple, en France, il y a beaucoup de... sans parler de marque, je ne parlerai pas de marque. Les constructeurs en fait revendent plus cher les pièces en fait pour pouvoir réparer. Donc non, les primes d'assurance plus élevées sont pas du tout dues au risque incendie qui de toute façon est plus faible, mais vraiment à une accidentologie liée à la pièce, liée à la réparation. Et il peut y avoir un peu plus d'accidents, peut-être que les autres, et c'est lié en fait au fait que le véhicule électrique a tendance à être plus puissant et plus grisant sur ses accélérations. Donc c'est du comportement, en fait, du comportement humain. On l'a vu, donc moins de risques de départ de feu sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Donc beaucoup d'interrogations aussi sur finalement pourquoi imposer des cloisons par feu, y compris parfois dans des immeubles résidentiels. Voilà, pourquoi finalement ces mesures ou cette réglementation qui est déjà, je dirais, applicable pour les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, hein, les parkings couverts, ça c'est depuis 2016-2018. Donc les questions sur les établissements recevant des travailleurs, bâtiments usage professionnel, et aussi les copros, hein, qui devraient être concernés par une prochaine réglementation. Alors, avec les éléments que je vous ai exposés, en fait, je
Disons qu'avec un regard actuel, c'est difficile, hein, de comprendre de telles mesures. Je pense sincèrement que aujourd'hui, je vous expose un recul qu'on n'avait pas du tout il y a quelques années, et donc il était normal d'appliquer un principe de précaution sur ces véhicules qu'on connaissait moins bien, qui pouvaient peut-être aussi étaient moins bien connus, être construits peut-être un petit peu moins bien, avec des normes qui étaient moins exigeantes. Le risque incendie, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à diminuer. On le voit avec le suivi des quelques années, hein, sur le marché chinois, où il s'améliore avec le temps. Et non, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments vraiment. En fait, il n'y a pas de raison de contraindre plus le véhicule électrique aujourd'hui qu'on contraint aujourd'hui le véhicule thermique. Donc les parois coupe-feu sont utiles, hein, sont tout à fait utiles en cas d'incendie. Je veux dire, il y a aucun débat là-dessus. Mais c'est pas plus utile pour un incendie de VE que pour un incendie de véhicule thermique. Tous ces dispositifs anti-incendie sont utiles dans tous les cas de l'incendie, mais pas plus pour le VE. Ok, je ne sais pas si vous souhaitez poser d'autres questions directes dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être en levant la main et si les micros, Sofiane, peuvent être ouverts de manière individuelle, je ne sais pas. Totalement. Ce que je vous propose, c'est de lever la main si vous avez quelques questions que vous souhaitez poser à l'oral et des questions brèves, et on vous autorisera à prendre la parole. On peut le faire. Donc, levez la main. Pas de souci. Alors, attendez. Oui, Elisabeth, normalement, vous pouvez parler. Oui, bonjour à tous. Juste une question tout simple. Hybride rechargeable, hybride non rechargeable et électrique. J'avais posé une question dans le fil comment dire, de la discussion. Alors, en termes de temps de charge, c'est vrai que les hybrides rechargeables, si j'ai bien compris, on les pousse un peu plus, et donc du coup, en termes de recharge, on a peut-être une tendance à aller un peu au-delà de ce qu'il faudrait faire. Mais pour ceux qui sont auto-rechargeables, donc celles qu'on ne doit pas brancher, comment ça se passe? Et ma dernière question, c'était, est-ce qu'il y a je crois que vous en avez parlé, mais vous avez fait aussi il y avait eu aussi une étude qui différencie un peu les 2 et leur résistance au feu? Alors, je ne parle pas de l'hybride non rechargeable, tout simplement parce que je n'ai pas de données pour le faire. Ça n'a pas été étudié. Ensuite, d'un point de vue d'expert, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes stratégies. Les batteries sont encore plus petites. Donc on est exposé à la même phénoménologie, hein, que l'hybride rechargeable. Mais ce sont des batteries qui sont plus petites, qui sont qui peuvent être sollicitées peut-être un petit peu moins, parce qu'on ne peut pas agir directement sur leur recharge. Donc c'est vraiment l'électronique de la voiture qui a donc uniquement lui, hein, qui a la possibilité de pouvoir piloter ces batteries. Mais je n'ai pas d'éléments, en fait, j'ai pas d'éléments tangibles et objectifs pour pouvoir vous en dire plus concernant des différences entre les deux. Mais ce sont des systèmes qui sont très proches, et je ne vois pas de raison pour que ces systèmes soient traités différemment. D'accord. Vous n'avez pas, par exemple, de retour de Toyota, qui est un spécialiste de l'hybride non rechargeable? Et depuis beaucoup d'années, là, pour le coup. On a peut-être des retours, je ne sais pas. Alors, c'est une donnée qui est sensible, hein, au niveau des constructeurs. Oui, bien sûr. Les constructeurs ne font pas de retour sur leur flotte. Et par rapport aux assureurs, justement, on n'a pas ce retour-là non plus? Parce que ça pourrait Non. être une dernière piste, et je m'arrêterai là.
Non, non, les constructeurs, les constructeurs, Et les l'assureur? statistiques, les assureurs ne font pas remonter de statistiques. De toute façon, les constructeurs s'y opposeraient. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Je tiens juste à rappeler qu'au sein de l'AVER France, il y a tout des chartes de droit de la concurrence et qu'on se tâchera de respecter jusqu'à la fin de ce webinaire. Euh, il- Désolée. non, il n'y a aucun souci. Je vais désactiver votre micro. Vous pouvez le faire si vous voulez pour que ça soit plus simple dans les discussions. Alors, Alexandre, je vais vous autoriser à prendre le micro. Ouais, normalement, c'est bon, vous Ouais, pouvez prendre la parole. super. Merci beaucoup. Donc oui, j'avais une question. Alors déjà, merci pour la présentation. J'avais une question aussi concernant les infrastructures de recharge, parce qu'effectivement, un point qui attire mon attention, c'est quand vous disiez que la recharge n'était pas un facteur aggravant. C'est vrai que nous, c'était souvent une, une hypothèse qu'on prenait, et puis je pense qu'on a aussi la vision du carburant, ou lors des recharges de carburant, on a souvent eu ces incendies avec les carburants sur les stations-service, et donc peut-être que les gens pensent la même chose sur les stations électriques. Est-ce que vous travaillez ou discutez avec les SDIS pour avoir peut-être un guide français pour s'aligner sur les prérogatives sur les aires de recharge publiques en termes de détection ou protection incendie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Alors, j'ai pas de contact direct avec eux par rapport à ces activités-là. Mais enfin, on est tout à fait ouvert pour travailler avec les SDIS. Et cela dit, il arrive également de croiser des personnes de SDIS, hein, dans les activités liées au risque incendie. Et puis, je pense qu'il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, il y a une réglementation, mais qui ne concerne que les parkings couverts, hein, et établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, et que la réglementation doit être précisée, puisqu'il y a un trou aujourd'hui dans la raquette. Il n'y a pas de réglementation dans les parkings couverts quand on est en copropriété, ni dans le tertiaire. Et donc, le GT interministériel travaille en ce moment à une rédaction, hein, de cette réglementation. Mais pour les parkings extérieurs, a priori, pas de travaux en cours. Parce qu'après, voilà, c'est juste pour. Parce qu'effectivement, ça peut parfois être un frein, parce que, alors nous, dans le cadre de nos activités, à chaque fois qu'on va déployer des stations de recharge, et ben, c'est des négociations et des débats qui repartent à chaque fois de zéro, parce qu'il n'y a pas encore de réglementation. Et donc, souvent, et je comprends aussi les SDIS, ils se basent sur des réglementations similaires dans d'autres cas qui ne sont pas les cas de la recherche publique. Donc, c'est vrai que ça peut parfois. Enfin, disons, on est en attente pour pouvoir éviter d'avoir les débats dans chaque commune et avoir des règles différentes commune par commune. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question, Alexandre. Je vais autoriser le micro à Monsieur Devraine, à Christophe. Vous pouvez prendre la parole. Normalement, votre micro était désactivé. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Vous pouvez reprendre le micro, je suis désolé. Attends, normalement, ça a été coupé. Attendez un petit instant. Normalement, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, ma question est peut-être un petit peu décorrélée de l'ensemble de la présentation, mais j'avais posé quelques questions en aparté sur tout ce qui est stockage stationnaire de batteries, ce qu'on appelle maintenant les BESS, parce qu'on parle beaucoup de recharge de véhicules, quels qu'ils soient, légers, utilitaires et poids lourds. Mais on a parfois, je dirais, des difficultés à pouvoir avoir justement la quantité d'énergie disponible nécessaire sur le réseau, ou à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements pour pouvoir recharger ces véhicules. Donc le sujet d'installer et ou de développer ces systèmes de stockage d'énergie stationnaire ou mobile, dans lequel on va venir cumuler un certain nombre de packs batteries,
je dirais pour moi, il arrive sur le devant de la scène. Donc, est-ce qu'on a les mêmes contraintes, les mêmes aspects de sécurité à prendre en compte? Et si ces contraintes, ces aspects existent déjà, est-ce qu'ils sont déjà, entre guillemets, plus ou moins normés dans ce qu'on a entendu, ou ou est-ce qu'ils sont en devenir? Oui. Alors, pour le dire tout de suite, il y a une réglementation qui existe pour les BESS qui est distincte. C'est un peu une sœur de ce qu'on va retrouver dans dans la R100, hein, mais c'est une réglementation qui est distincte, qui impose enfin, vraiment avec toutes les exigences qu'on peut demander à ce genre de système, notamment des exigences de sécurité. Nous, enfin, on travaille également sur ces aspects-là. Alors moi, je n'y travaille pas personnellement, mais j'ai des collègues qui travaillent. Je sais que l'AVER y travaille aussi. L'AVER est aussi impliqué dans ce genre de choses. Et oui, ce sont des systèmes qui sont amenés à se développer tout simplement parce que en fait, on peut avoir des besoins de charge avec des puissances importantes à des endroits où on n'a pas de capacité de puissance pour le réseau qui sont tout aussi importantes. Et donc, on peut utiliser ce genre de batterie pour du tampon, en fait, hein, pour pouvoir faire de la recharge à forte puissance. Et notamment, donc là, on parlait plutôt du VE, mais notamment dans le cadre, par exemple, du transport lourd qui est en train d'arriver et qui en fait va faire, enfin qui fait déjà, qui utilise des normes de charge qui permettent de charger au mégawattheure, enfin, au mégawattheure et mégawatts, avec une puissance qui est supérieure au mégawatt. Et donc, il y a des notions de raccordement quand le raccordement est insuffisant, en effet, le recours à des batteries stationnaires pour pouvoir pousser ces moyens de mobilité deviennent forcément importants et également potentiellement plus intéressants économiquement, hein, que de créer des raccordements. Parce que créer des raccordements de puissance sur notre réseau électrique, c'est quelque chose qui est à la fois long, hein, qui peut prendre plusieurs années, qui est coûteux. Mais oui, donc c'est un sujet qui est tout à fait regardé au niveau de la réglementation, toute réglementation, sécurité par rapport au système, par rapport au voisinage, par rapport à son implantation, par rapport à la gestion de l'incendie, à sa détection, son extinction. Oui, tout est regardé, tout est géré. Est-ce Merci. qu'il est possible, Oui. oui, est-ce qu'il est possible que vous communiquiez ces références de normes ou vous mettre en contact avec votre équivalent qui suit ça chez EDF? Oui, oui, bien sûr. Normalement, on vous partagera le mail de le support de présentation Oui, et les ayez différents mon email. webinaires. Dans mon email, vous me demandez. Pas de Ok, pas de souci. souci. Merci Je vais beaucoup. couper votre micro, désolé, Monsieur Doren, c'est juste pour plus de simplicité, de fluidité dans les derniers échanges. Il reste deux questions pour les finir. Il y aura plus d'autres questions, malheureusement, on est déjà un peu hors délai pour vous finir. Je vais laisser la parole à Victor de Burp. Normalement, vous pouvez prendre le micro. Je pense que vous avez plus qu'à décocher votre micro, mais vous pouvez prendre la parole. Ah, vous pouvez pas le décrocher. Alors attendez, je vais essayer de le. Normalement, vous pouvez prendre la parole. Bon, alors, je viens de voir que vous avez mis un message sur la conversation, je vais le lire. Alors, pourquoi des cahiers de charges si complexes et contraignants de la part des assureurs dans les ERT pour l'installation d'IRVE s'ils savent que le risque est moindre? Je pense que t'as déjà un peu répondu en somme, Aurélien, mais si tu souhaites te répéter. Tu prends
Tu réponds, Mathieu? C'est en cours, hein. C'est en cours. La réglementation, elle n'existe pas aujourd'hui dans les ERT en parking couvert. Après, ce qui existe, c'est effectivement la réglementation dans l'environnement, qui a été d'ailleurs citée, la réglementation ICPE, qui est aussi en cours de révision. Voilà, donc il y a sans doute peut-être ce webinaire nous permet aussi d'expliquer, de communiquer justement sur ce risque moindre. Mais voilà, peut-être qu'il y a aussi un principe aujourd'hui de précaution. On avait beaucoup de questions, y compris dans le document sur le transport de routier de marchandises, qui disait effectivement, on voit qu'il y a moins d'incendies de véhicules électriques que de thermiques. On voit que l'énergie est la même, mais on ne sait pas trop comment ça vieillit. Voilà, nous, on a montré effectivement qu'il y a aussi moins d'énergie quand la batterie vieillit. Donc, je pense qu'il faut aller expliquer, et puis que la réglementation soit adaptée et qu'effectivement, il n'y ait pas de surcoût, parce que c'est surtout ça aussi, surcoût injustifié à l'arrivée d'un véhicule électrique dans un parking, notamment couvert. Pas de souci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, il y avait un deuxième. Il y a un deuxième micro de Cyril Babola. Alors, j'espère que vous pourriez prendre. Normalement, vous pouvez prendre la parole. Je vous ai autorisé le micro. Bonjour. Bonjour. Parfait. Petite question, on installe énormément de batteries couplées à de l'IRVE, IRVE VL poids lourd, dans les ERT et ERP. Ma question, elle était sur EDF. Vous utilisez, vous testez toutes ces technologies sur EDF Lab ou pas? Et si oui, est-ce que vous les poussez jusqu'au recyclage de vieillissement des batteries? On en parlait tout à l'heure. Mais est-ce que vous agissez là-dessus? Bien sûr. Bien sûr. Nous, on a les infrastructures ici. En fait, on va tester la petite cellule. On teste de la petite cellule au BESS. En termes d'analyse fonctionnelle, en termes de dysfonctionnel, on teste de la cellule. On peut faire du module, des choses plus grosses. Mais bon, là, c'est pas trop la question pour le dysfonctionnel. Oui. Et ces datas, on y a accès ou pas, non? Alors non, c'est la personne l'entité, l'entreprise qui va fournir ses matériels et payer pour faire les études, qui va accéder aux données. Et sauf dans certains cas un peu particuliers où on va avoir des projets, par exemple subventionnés européens, par exemple, où il va y avoir, en fait, c'est le client. Si notre client c'est par exemple la Commission européenne et elle veut que ce soit publié, à ce moment-là, elle est propriétaire de la donnée est publiée. Mais en général, ce sont des essais qui sont faits de façon privée et qu'ils soient bons, je dirais qu'ils soient plus ou moins bons ou mauvais, ça reste la propriété de notre client et nous, on peut pas, on ne se permettra jamais de divulguer des informations d'essais provenant de. Je le comprends, il n'y a pas de souci. Je le comprends. Nous, on est simplement avec une grosse expertise de maintenance aujourd'hui et on a la responsabilité de GTI et de GTR sur ces infrastructures-là et de toutes, que ce soit le BESS ou l'IRVE. Et c'était ça ma question, c'était de savoir si ces données-là, nous, on en a plutôt besoin pour mieux prévoir demain l'impact maintenance derrière. Donc, si elles ne sont pas publiques, non, j'espère que les constructeurs seront à la transmission, mais c'est rarement le cas. Et nous, après, on est en défaillance et on a des clients finaux qui ont investi énormément sur ces infras et qui ne comprennent pas que ça ne fonctionne pas. Et on peut, on teste des IRVE. On a des équipes qui testent les IRVE au quotidien. C'est leur métier. Vraiment. Donc, si vous voulez être mis en relation avec eux, vous avez mon contact. Eh ben super, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, puis on est déjà hors délai. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup aux équipes d'EDF pour avoir réalisé ces différentes informations, de nous avoir
faire part de votre savoir et de nous avoir communiqué toutes ces différentes informations fiables et scientifiques. Je pense que ça a plu et ça a été trouvé pertinent par l'ensemble des participants. Merci beaucoup, je vous remercie. Et donc, à part si vous voulez conclure par un mot de la fin, Aurélien et Mathieu, je tiens juste à dire que voilà, toutes ces informations vous seront transmises ainsi que Oui. la retranscription. Merci beaucoup encore. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc vraiment, on a cette volonté au maximum hein, de transparence avec vous. Pour pouvoir enfin dire la vérité tout simplement hein, sur ce qu'il en est de ce risque incendie et l'état des lieux. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Donc voilà, donc l'IVAI a transmis les différentes adresses mail des représentants de l'AVER. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Et encore merci beaucoup à Aurélien et à Mathieu. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.